contrairement à ce qu'on peut croire, l'art contemporain n'a pas une définition macroéconomique ou historienne. Voilà, peu de gens le savent. Les anglo-saxons, les européens et les chinois ont trois visions différentes de l'art contemporain en termes de classification. Ça peut être soit dans la datation des œuvres, soit dans la naissance des artistes. Ça, peu de gens le savent, voilà, donc on ne veut pas rentrer dans ce micmac. Donc je pense qu'il faut être plus bref. Là, on sort par exemple notre gros rapport de marché de l'art contemporain, qui est quand même poussé dans 14 langues, sur 6300 médias, c'est ce qu'on fait toutes les années au mois d'octobre. Alors, première chose importante, l'art contemporain va dépasser son premier milliard. L'important n'est pas dans la somme, mais dans le fait, c'est ce que j'expliquais, que l'art contemporain, j'en parlais récemment, c'est que l'art contemporain, pour la première fois, va dépasser les modernes. Et souvenez-vous que dans les années 90, quand on a eu la première crise du marché de l'art contemporain, dès qu'il y avait le moindre frémissement et le moindre fraîcheur, mourait. Désormais, on a confiance aux artistes contemporains. Il y avait un vieil adage qui disait qu'un bon artiste est un artiste mort parce qu'il ne crée plus, donc on a la certitude de connaître le nombre d'œuvres qu'il avait émises et voir faire son catalogue raisonné. Donc le fait que l'art contemporain explose dans le monde entier oblige à te donner une très grande maturité des artistes. On le voit, on gère 1 800 000 biographies. Des artistes qui désormais à 23, 24 ans ont une bio avec un cursus irréprochable, peuvent se permettre de dire non à un certain commissaire d'exposition, déterminer les galeries, déterminer les biennales dans lesquelles ils sont pressentis. Donc il y a un changement complet. Le mythe de l'artiste maudit révolu, le marchand n'a plus la toute-puissance, c'est hegelien. N'ayons pas peur des mots. Il y a 30 ans, l'artiste était l'esclave et le marchand était le maître. Et aujourd'hui, l'esclave s'est affranchi du maître. Et le maître est tout seul bedonnant, en train de regarder son artiste réussir, tout simplement. C'est assez intéressant. Il y a encore des marchands admirables qui font un travail fabuleux, mais l'artiste s'est pris en main. Il y a aujourd'hui plus d'1 200 000 artistes vivants qui produisent abondamment et qui vivent exclusivement de leur art. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'il s'est créé entre 2000 et 2010 plus de musées d'art contemporain et d'art, tout simplement de fine art, ce qu'on appelle chez les anglo-saxons la définition des beaux-arts, qu'au cours de tout le XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 10 ans, je crée toute l'histoire du XXe siècle. Et dans les 10 prochaines années, il va se créer 3 fois le nombre de musées qui s'est créé dans le XXe siècle. Quels que soient les continents, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Grande Asie, Taïwan, Corée du Sud, Japon, principalement Chine, Hong Kong, aussi bien Proche et Moyen-Orient, c'est hallucinant. Donc quelque part, je crois qu'il faut revenir au musée imaginaire de Malraux, il l'avait prévu. Malraux disait, il a très bien compris en fin de compte que le musée n'a que 200 ans. N'oublie jamais encore qu'il y a quelques années, on parlait de la migraine du conservateur, et qu'aujourd'hui, le musée est rentré un peu, ce que disait Guy Debord, mais voyons la chose positive, un peu dans la société du spectacle. Le musée, n'ayons pas peur des mots, est aujourd'hui dans l'entertainment. Quelque part, c'est entre le loisir, le spectacle. Il y a quelque chose de ludique dans le musée aujourd'hui. Il faut que le musée arrive à rompre sa tradition, on va dire la migraine du conservateur, pour créer un parcours ludique, pour donner quelque chose pour échanger. Et donc le musée doit être un espace créatif. Et je crois que Malraux, dans son musée imaginaire, qui projetait déjà, était allé au-delà de Peggy Guggenheim et avait déjà déterminé le musée du XXIe siècle. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une histoire des musées du XVIIe à nos jours, et je laisse une très grande partie, et à chaque fois pratiquement, ma plume chute sur le musée imaginaire de Malraux. Alors on va retomber sur les mots de Thierry Raspail et de la Biennale d'art contemporain. Au départ, il a posé un mot qui est le mot transmission. Est-ce que la transmission, ça te parle? On transmet toujours quelque chose. On vient pour crever sur cette putain de planète, et normalement, juste avant de crever, on est censé transmettre. Il est certain que dans l'art, il y a une transmission. On donne. Thierry est dans une narration constante. J'ai beau de temps en temps le remettre à sa place, je lui dois beaucoup de choses, beaucoup d'amitié, et surtout le fait de m'avoir ouvert les yeux sur certaines extrémités cachées qu'il avait du regard de l'art contemporain. Quand Thierry parle de passation, effectivement, il y a quelque chose d'intègre et d'honnête chez lui, et je pense qu'il est asilé au cœur de son musée. Mais c'est bien, parce que je pense qu'il est aussi frappadingue que moi dans une ligne un peu différente, mais qu'il a maintenant une véritable vision onirique du monde, qui n'est pas forcément entendue par le Grand Lion. Et je pense que sa logique de passation, c'est... Il cherche à faire passer quelque chose. Il n'a peut-être pas forcément conscience qu'il est dans une tour d'ivoire et que cette passation, auquel je pense qu'il est très sincère au fond de son cœur,
Il faut que cette passation soit peut-être plus malléable, plus humaine, plus perméable. Il faut toucher, voir, sentir. L'œuvre, ça se vit. Mais je veux dire, il faut un rapport physique et charnel avec l'œuvre. Peut-être que et c'est là où il y a la passation. Toucher, c'est passer. On parle de fréquence. Tout le monde sait que tout est fréquence. Hein, et tout est nombre. C'est Pythagore, le premier des philosophes, qui disait tout est nombre, à l'exception des essences que sont l'âme et l'émotion. Et justement, dans ces fréquences, Thierry devrait peut-être les rendre plus abordables au grand public. Mais c'est vrai que la passation est une chose importante. Il restitue et au moins il a le mérite que cette biennale ait une résonance dans le monde entier. Et surtout, Thierry a été le premier à surécrire en tant qu'historien, a été le premier à codifier l'enjeu politique des biennales. Enfin, chaque biennale est en fin de compte un enjeu politique. Toujours pareil, raisonnez bien, une biennale, c'est là où il y a tout, où il n'y a rien. Tout, là où il y a de la toute-puissance, ou rien, là où justement, comme en France, avec un jacobinisme à outrance, Lyon a pris cette biennale, l'a pratiquement volée à Paris, l'a transcendée pour la garder. C'est pour ça que je suis très attaché dessus, et j'ai été un des mécènes de la biennale pendant de nombreuses années. Pour autant, l'intérêt de la biennale, c'est entre 800 à 1200 journalistes du monde entier. Donc effectivement, il y a une vraie résonance. Ce qui est fabuleux dans l'art, c'est que ça résonne naturellement. Donc après, Thierry est obligé de composer avec des stars, des gens du bled, des gens qui sont dans le coup. Je ne sais pas forcément, après les assemblages, je pense qu'il devrait resserrer des thématiques plus fortes et peut-être plus simples. Moi, je lui ai toujours dit pédagogie, pédagogie, pédagogie. Et je reconnais que ces dernières années, je trouve que ces éditions manquent peut-être de pédagogie pour le profane. Voilà. Je crois que tu en as dans la boîte. Ouais, c'est très